Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un DSI est quelqu'un qui, j'avais coutume de dire, assis sur un siège éjectable, renouvelé tacitement à chaque COMEX ou chaque CODIR le lundi matin. Souvent, un DSI gère plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de projets en parallèle. Et il suffit d'un ou de quelques projets en grande difficulté pour que sa légitimité au sein de l'entreprise soit remise en cause, que la tension monte et qu'à un moment donné, on décide de se séparer de cette personne pour essayer de renouveler une expérience qu'on espère meilleure. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Michel Devoche. Michel qui est DSI Transition depuis 2008. Salut Michel. Bonjour Bertrand. Et donc du coup avec Michel, on va parler, il a pas mal d'expériences de crise, on va y revenir, qui sont assez intéressantes, mais surtout de comment, c'est quoi en fait la réalité d'un DSI de transition, parce qu'il a un panel d'expériences assez intéressant. Et on va essayer de creuser un petit peu ce que c'est la réalité d'un DSI de transition en fait, pour pouvoir comprendre vraiment les enjeux, mais aussi les difficultés qu'il peut rencontrer, parce que Michel, j'ai l'impression que tu as connu pas mal de crises. Alors, ça fait partie effectivement de ma carte de visite, de mon ADN. J'interviens souvent sur des missions d'urgence. Hein. Donc, tu traduis urgence par crise, très justement. Un DSI qui est parti brutalement, soit parce qu'il a claqué la porte, soit parce qu'il, après une situation compliquée, il a été remercié brutalement. Ok. Et toi, il faudra qu'après je te demande de te présenter quand même, Michel, on part directement dans l'alphabet. Avant d'aller, dis-moi, juste, on reprend, dis-moi, présente-toi, Michel. T'as fait quoi? Tu viens voilà, de quel monde? Comme ça, après, on ira directement dans le débat. Très bien. Je suis donc un ingénieur informatique avec une expérience professionnelle de 35 ans. Je vis dans les Yvelines, en région parisienne. J'ai 3 grands-enfants. Mon épouse est infirmière. J'ai donc une première partie de carrière où je suis passé de la fonction développeur à la fonction directeur des systèmes d'information, DSI. Puis ensuite, j'ai enchaîné des missions où principalement j'intervenais dans des entreprises en difficulté ou à des moments clés de leur croissance, de leur histoire, pour les aider à passer des caps. Ok, ok, trop bien. Et donc, du coup, de développeur à DSI, c'est ça, hein? Tout à Et fait. de développer et c'est un peu une trajectoire qu'on a vu pas mal quand même sur des DSI. Aujourd'hui quand même enfin, toute ta carrière a évolué énormément pour arriver jusqu'à des systèmes de gestion de crise managériale, etc., ce qui est assez loin d'un développeur. Tu me l'accorderas. Et c'est assez ouf. Et ça, du coup, tu l'as fait en mode un peu autodidacte, en apprenant, en faisant, ou aussi t'es allé te former sur des enjeux managériaux ou autres? Alors, le fil rouge, c'est effectivement la volonté de me construire par légitimité et compétence. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je ne suis plus un expert, je suis capable de comprendre les métiers, les activités de mes équipes. Ça, c'est important. Et effectivement, autant un ingénieur est formé plutôt sur les sciences dures, moins sur les sciences molles, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des interactions humaines. C'est une expérience effectivement que j'ai développée à la fois au travers de mon expérience professionnelle,
et lors des missions, dans des contextes d'intensité plus forte, je dirais. Ok, ouais, on va parler directement donc du coup de ces contextes. Tu parlais en introduction d'une des possibilités de rentrer dans une mission qui est le départ soudain, précipité et, et brutal d'une manière ou d'une autre d'un DSI. Bon, déjà, pour qu'on comprenne bien, pourquoi ça se passe, ce genre de situation, tu vois, le côté brutal ou autre, pourquoi une entreprise, en fait, elle n'arrive pas à planifier ça, à être d'accord. C'est intéressant aussi de comprendre les raisons qui font qu'à un moment donné, un peu voilà, on dit stop, on arrête tout, il faut que tu partes, c'est un peu plus possible. Pourquoi l'entreprise elle n'y arrive pas? Si tu peux nous donner ton opinion. Et après, rentrer dans, tu vois, on t'appelle, on te demande si tu veux venir, tu pousses la porte et là, qu'est-ce qui se passe et, et dans quelle optique tu es? Alors, les raisons, effectivement, de ce qui peut sembler une brutalité, le système d'information est une fonction support qui n'est pas toujours bien comprise et bien intégrée comme cœur du business par beaucoup de dirigeants. Donc, ils ont déjà une certaine défiance, un certain fossé de compréhension par rapport à ce que fait le DSI, ce que fait la DSI. Ce qui peut expliquer effectivement que on est dans la frustration jusqu'à un moment où la goutte d'eau, la dernière goutte d'eau fait déborder le vase et on prend une décision brutale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un DSI est quelqu'un qui, j'avais coutume de dire, assis sur un siège éjectable, renouvelé tacitement à chaque COMEX ou chaque CODIR le lundi matin. Ah oui, à une fréquence assez élevée quand même d'éjection, quoi. Ok, Un d'accord. CDD hebdomadaire. Euh, Souvent, un DSI gère plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de projets en parallèle. Mhm. Et il suffit d'un ou de quelques projets en grande difficulté pour que sa légitimité au sein de l'entreprise soit remise en cause, que la tension monte et qu'à un moment donné, Ok. on décide de se séparer de cette personne pour essayer de renouveler une expérience qu'on espère meilleure. Du coup, ce que tu dis, c'est que, enfin, ce que j'entends aussi, c'est le fait que, bon, du coup, il y a une proportion des fois faible de projets qui se passent mal, mais les gens sont focus dessus, et il y a un peu ce côté ingrat par rapport au poste, enfin, ce que j'entends, hein. Et en même temps, bah, c'est parce que le DG se rend pas, enfin, la direction générale ne se rend pas compte de l'ampleur des difficultés, des moyens alloués, que donc, du coup, bon, même si le gars il est éjecté, c'est pas blanc ou noir, quoi. La Exactement. personne, elle a fait du bon taf sur plein de trucs, et à un moment donné, il y a un effet de loupe sur quelque chose qui fait que on l'éjecte. Mais toi, quand tu arrives là-dedans, tu vois pas des gars, un DSI qui a rien fait ou qui a un peu pendant un an s'est roulé tu vois, les pouces en mode c'est bon, ça va le faire. C'est pas ce que tu vois, toi. Alors c'est assez rare, hein. On peut prendre. Alors il faut pas non plus sombrer dans la, la paranoïa. Je pense que si un avion s'écrase ou un train, un accident voyageur mortel, un certain nombre de cadres de la compagnie vont aussi le payer, servir de fusible, hein. Donc Bien c'est sûr. effectivement quand on est cadre dirigeant, on sait qu'une partie du job, c'est effectivement de potentiellement jouer le rôle de fusible. Il faut aussi noter que parfois, les DSI, qui souvent sont des gens qui ont, je dirais, des convictions fortes, hein, ce que tu évoquais avant notre interview, c'est mon cas, peuvent décider enough is enough et décider de chercher de partir. Le marché étant bon, souvent tendu en informatique, en général, ils n'ont pas de mal à se repositionner. Et dans ces cas-là, le départ qui n'a pas été anticipé peut sembler brutal malgré un préavis. Ok, très clair. Bon, du coup, tu nous as donné un petit peu le contexte de pourquoi la personne part ou se fait éjecter. Et c'est intéressant de voir un peu toi aussi ta vision, parce que toi, t'as le mec qui arrive après, donc tu pourrais très bien dire, ouais, les gars, en fait, quand on arrive, à chaque fois, ces katas, ils ont été nuls. Enfin, je dis que je sais très bien que c'est pas ce que tu penses. L'intrigant qui remplace l'incompétent. Euh, Ouais, non, 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 mais voilà, il y a beaucoup arrive, d'humilité dans ton propos. on arrive au sein d'un corps social qui est souvent un peu traumatisé, hein, c'est-à-dire Ok. le COMEX qui est un peu perdu finalement parce qu'il ne sait pas forcément comment remplacer le DSI qui vient de partir, et puis des équipes qui
souvent sont en mode tribal, ont perdu leur chef de tribu, qu'ils dénigraient ou qu'ils appréciaient, etc., mais qu'ils ont perdu. Les gens, comme les informaticiens, comme la plupart des gens, n'aiment pas le changement. Donc c'est une période d'anxiété, une période de doute. Et puis en plus, quand vous avez un manager de transition qui arrive pour une période temporaire, c'est aussi déstabilisant puisqu'on ne peut pas s'installer dans une nouvelle phase de plusieurs années. On sait que ça va durer quelques mois et qu'ensuite un second DSI arrivera. Et du coup, par rapport à ça, bon, ben, j'imagine tu as des équipes qui arrivent en mode, au tout début, est-ce que tu as vu des comportements du style, bah, en fait, ils veulent pas te parler parce que tu représentes l'ennemi, tu vois, alors que t'as pas encore dit bonjour, globalement, ou quand même, enfin, tu vois, est-ce qu'on peut aller jusqu'à cet extrême-là, où en fait, bon, non, quand même, tout le monde reste un peu civilisé, et il y a du dialogue qui se fait assez facilement, et ça prend un peu de temps, mais ça le fait. Alors, il y a effectivement il peut y avoir une froideur au départ, pas forcément une agressivité, hein, il y a souvent un deuil. On arrive dans un moment où le deuil n'est pas forcément fait par les équipes. Et effectivement, on peut avoir des propos du genre, tu sais, Michel, avant toi, j'en ai connu quatre des DSI, et après toi, j'en connaîtrai deux ou trois avant de partir en retraite. Donc, Bonjour, enchanté. C'est sympathique. On va se faire un welcome, resto. On va se faire un welcome resto on demain board. soir, t'inquiète pas. L'issue de secours est à gauche après les toilettes. Effectivement, c'est une situation qu'il faut gérer, hein, c'est-à-dire il faut écouter, il faut rapidement savoir gérer d'abord les crises. Il peut y avoir des crises, Bien sûr, ouais. ensuite les urgences, puis dans un troisième temps seulement, reconstruire une feuille de route pour la DSI en s'assurant qu'elle soit alignée avec la direction générale. Et donc, il faut aussi travailler avec les métiers et le comité de direction pour s'assurer que la feuille de route qui va être mise en œuvre correspond bien aux vrais enjeux de l'entreprise et est bien alignée sur les vraies priorités des différents métiers où tu sais aussi que chaque métier aurait envie d'avoir son DSI Ouais, bien sûr. Mais 100% juste que je comprenne, qu'il y a par un truc, il rapport y a à un point ses que priorités. un truc que j'ai pas bien compris, c'est donc tu arrives dans une crise en général, bon, parce qu'il y a un, deux, trois projets, ceux-là qui se sont mal passés, qui ont fait l'effet loop et du coup qui ont créé un peu ce côté éjection. Pourquoi il y a une remise en cause de la feuille de route précédente sur l'ensemble des projets? En gros, pourquoi toi tu viens pas sauver ces projets-là sans toucher au reste de la feuille de route? Enfin, tu vois, c'est quoi le lien? Juste que je comprenne bien. Parce qu'en général, quand on est dans une situation comme ça de transition, où on demande à un manager externe de venir, on lui demande souvent de poser un diagnostic, faire un état des lieux, et que la situation est rarement nominale, voire jamais. Ça m'est jamais arrivé. Alors je ne fais pas je fais du management de transition, passage de cap. Je passe d'un point A à un point B et je ne fais pas de mission du type remplacement d'une DSI pendant son congé maternité ou pour une longue Ok. maladie, où là, on pourrait effectivement me demander de gérer les affaires courantes et de rendre la DSI dans l'état où je l'ai trouvé. En général, dans ma mission, dans ma feuille de route, hein, puisque avant de commencer une mission, je m'assure que la feuille de route est claire et bien comprise et réaliste, il y a effectivement du changement. Et donc, Ok. effectivement, changement égale révision de la feuille de route de la DSI. Ok, donc en gros, même si tu arrives parce qu'il y a des projets qui sont en train de sombrer dans l'abîme de l'océan, on te demande quand même de faire un diagnostic global et de dire, bon, de toute façon, on sait que ça allait pas, autant regarder toutes les fondations et que tu nous proposes une nouvelle une nouvelle feuille de route pour améliorer tout ça. Ok, clair. Alors, c'est intéressant la question que tu me poses parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'une DSI, c'est une machine à projet, une machine à délivrer de nouvelles fonctionnalités pour les métiers. Mhm. Une DSI, c'est bien plus que ça. Je dirais presque, c'est d'abord une gouvernance, c'est d'abord la gestion d'équipe,
d'hommes et de femmes, Ouais. de prestataires de services, d'apprentis, de stagiaires, de jeunes, de seniors. C'est ensuite effectivement une machine qui doit aider l'entreprise à se transformer, à évoluer au moyen d'outils informatiques plus modernes, différents. Mais c'est aussi une direction qui va se porter garante du bon fonctionnement du portefeuille d'applications qui existe dans l'entreprise et aussi une fonction support, support aux utilisateurs, parce que je pense que tu es bien conscient qu'un ordinateur, qu'un serveur, c'est pas quelque chose qu'on allume le matin et qu'on éteint 5 ans après sans avoir eu aucun souci technique. Et enfin, et cela prend de plus en plus d'importance, particulièrement depuis la crise Covid, souvent une DSI, c'est une activité cyber, ce qu'on appelle RSSI, qui doit protéger l'entreprise des attaques autant que faire se peut et qui doit, lorsque l'attaque est avérée, être capable d'aider l'entreprise à traverser cette crise et à repartir. Donc une continuité d'activité après attaque cyber. Ok. Pas de problème sur le fait que la DSI est plus qu'une machinerie bien rodée pour créer de la valeur en faisant des projets, etc. Si on revient sur la question donc des équipes quand tu arrives, puisqu'on parlait de management et que c'est un peu la base de pouvoir faire les choses. Enfin, c'est pas comment, mais en fait, ça prend combien de temps de restaurer, tu vois, une confiance avec les équipes? Est-ce que tu la restaures vraiment ou est-ce que je veux juste la défiance? Tu vois, c'est quoi ton regard un peu sur ton travail par rapport à ces équipes-là où quand tu arrives, il y a, voilà, c'est tendu et puis c'est humain et puis même si des fois les gens ils savent que tu es un gars bien, ils ont compris et tout, bah, ils ont une rancœur quand même par rapport à l'entreprise. Enfin, il peut y avoir plein de comportements à assumer ou non. Toi, c'est quoi ta vision sur ça, sur ce côté confiance, le temps que ça prend? Je sais pas. Alors, d'abord, je ferai un parallèle avec un directeur commercial. J'avais un directeur commercial de mes amis qui me disait pour réussir dans ce métier, il faut aimer les gens. Et je pense que pour réussir dans le métier de manager de transition, de DSI de transition, il faut aussi aimer les gens, aimer ses clients, aimer ses collaborateurs. Et donc, quand on arrive face à des équipes qui sont déstabilisées, il y a un moment de sympathie à avoir, puisqu'ils sont dans la douleur. Il y a un grand moment d'empathie qui passe par une écoute bienveillante, sans jugement de valeur. Et ensuite, à un moment, il faudra remettre les gens au travail. Et vous ne remettez pas les gens au travail si ils ne se sont pas eux-mêmes remotivés, ont fait leur deuil et ont des perspectives qu'ils jugent pertinentes. Donc vous devez arriver à la fin à avoir des gens qui adhèrent à votre vision de ce que va être la DSI pendant sa transformation et qui sera probablement aussi la DSI du futur. Ça m'arrive de recruter le DSI, donc quelque part, le DSI suivant sera aligné avec cette vision. Quel temps Ok. cela prend? euh, J'ai coutume de dire un DSI qui arrive dans une entreprise baisse la tête pendant une centaine de jours pour passer sa période d'essai sans vague, sans risque. Euh, un manager de transition qui arrive dans une entreprise, il a une centaine d'heures pour faire ce travail. Donc, une des caractéristiques d'un bon manager de transition, c'est d'être rapide dans le diagnostic et aussi très rapide dans la mise en place des premières actions, hein, soit adresser les crises, identifier qu'est-ce qui est vraiment critique ou pas, les urgences, et ensuite, effectivement, très vite, au bout d'une semaine ou deux, être déjà capable d'avoir les idées claires sur ce qu'on va faire. Sachant qu'une Ok. bonne expérience, hein, j'ai travaillé dans à peu près une cinquantaine d'entreprises, on se rend compte que finalement, beaucoup d'entreprises connaissent les mêmes enjeux, des enjeux humains avant tout, et non pas techniques ou logiciels, des sujets de conflits, de personnes, d'alignement, de relations, de compréhension des clients. On a une capacité à détecter plus vite les signaux faibles et donc être capable plus tôt
de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir les premiers résultats. Ok. Tu parlais de cette capacité de faire, d'avoir l'expérience t'amène à être en capacité de faire un diagnostic rapide et assez précis de la situation. Ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, s'acquiert avec le temps, l'expérience. Exactement, C'est pas écrit tout dans les à fait, bouquins oui. et c'est précieux, j'imagine. Euh, Est-ce que quand tu fais ce diagnostic-là, des fois, tu t'aperçois de choses comme, par exemple, un désalignement total entre membres du comité de direction et où en fait c'est lié en fait à l'éjection donc du DSI. Tu vois, et donc du coup, on parlait du management des équipes de la DSI. Tu nous as parlé voilà, enfin, de la confiance à restaurer, etc. Comment, si je puis dire, par le haut, vers le haut, quand il y a une problématique pas similaire, mais une problématique aussi entre hommes et femmes décisionnaires forte, euh, tu te peux t'intégrer ou jouer ton jeu, quoi. Parce que j'imagine que bah, des fois c'est pas le cas, des fois ils sont relativement alignés, il y a eu d'autres problèmes, et bon voilà. Mais quand en plus de ça, il y a un désalignement extrêmement fort entre les parties prenantes et que toi tu arrives en mode c'est le nouveau de la bande, comment ça, comment ça se Alors, passe? tu as raison, Bertrand. Je vais être caricatural. Un COMEX, ça va de la Dream Team au panier de crabe, hein. Je l'adore. Celle-là, je la catchline. Je la mettrai, je la dirai tout le temps. Voilà. J'adore. C'est Donc, beau, une c'est Dream beau. Team est souvent liée à un patron qui a su s'entourer au fil du temps de lieutenants avec qui il a une collaboration rapide, Ouais, hein. Le scène. clin d'œil suffit pour activer les décisions. Le panier de crabe, quand effectivement les égaux, hein, puisque quand vous arrivez dans un COMEX, en général, vous avez des heures de vol, vous avez vécu des choses, donc vous avez des convictions fortes et souvent un ego important. Et donc, effectivement, le DSI, qui est une fonction support, qui est rarement, sauf dans les ESN, rarement clé, hein, rarement, je dirais, l'homme de la top line. On est plutôt celui qui va essayer d'économiser sur la bottom line, hein. Top line, chiffre d'affaires, bottom line, rentabilité de l'entreprise. On doit effectivement mesurer ses rapports de force, le niveau de cohésion, et puis on doit adapter en fonction des cas. Il n'y a pas, alors, il y a une expérience qu'on acquiert par la diversité des missions et qui nous font détecter les mêmes problèmes dans des entreprises différentes qui pensent être uniques. Et puis, il faut avoir aussi une forte humilité parce que chaque entreprise est différente, chaque collectif humain est différent, a une histoire, un ADN différent. Donc, il est important pour le DSI d'être bien à l'écoute, hein. C'est pour ça qu'on a deux oreilles, hein, pour bien écouter et plus que d'ailleurs parler. Et là, il faut, je dirais, être dans une. Enfin, ma posture, c'est d'être dans une position un peu du bar tabac. Je sers tout le monde, du communiste au Front National, sans discuter politique pour éviter que les gens s'agressent dans mon bar et cassent la vaisselle. C'est pareil, un DSI est au service de toute l'entreprise, de tous les métiers. Et parfois, alors il doit éviter d'être instrumentalisé, d'être utilisé, mais parfois il est effectivement confronté à devoir se positionner par rapport effectivement aux enjeux du conseil d'administration, du DG, du PDG, aller dans ce sens et parfois avoir à s'affronter avec certains membres du comité de direction qui sont désalignés par rapport à la politique de l'entreprise, tout en pensant avoir raison, hein. On est dans le syndrome du colonel anglais. Je veux pas Bien qu'on sûr. détruise le super pont que je viens de construire. Et du coup, alors ça c'est super intéressant ce que tu as dit. Il y a plusieurs choses, mais j'aimerais bien sur lesquelles on revienne. Tu dis, en fait, bon, il y a plusieurs niveaux de qualité de COMEX. Tant que tu y es pas, tu vois pas. Bon, tu le vois. Et en gros, que dans tous les cas, ce que tu vas avoir une première position, c'est essayer de ne pas rentrer dans des jeux politiques qui ne concernent pas, en fait, le bien fondé de ta mission. Parce que sinon, en fait, tu redeviens dans des jeux politiques qui vont nuire à la mission pour laquelle on t'a fait.
et il se trouve que des fois, ils vont te forcer, et là, tu es obligé d'acter. Donc là, s'il faut prendre des balles ou les éviter, tu vas essayer là-dessus. Très bien. Mais du coup, tu parlais sur la perception et le rôle du manager de transition. Donc, tu arrives, alors je la fais en mode du coup communiste, puisqu'on a parlé de ça. Putain, Michel, il prend cher à la journée, il gagne plus que moi en 3 jours. En plus de ça, il nous explique la vie. Donc, il est arrogant, il coûte cher. Ça va pas être mon pote, quoi. C'est des comportements, enfin, c'est des comportements possibles. Est-ce que est-ce que c'est ça que tu vois? Parce qu'en fait, il y a la question de toi essayer d'être humble, mais tu as aussi ce que les gens voient et se disent leur perception des choses, et le delta peut être important des fois. C'est quoi ton point là-dessus, ton avis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe? Est-ce que non, pas du tout, c'est Ouais. bon. Bon, On je pense inverse. qu'à la fin de l'interview, je sortirai ma boîte de cigares cubains. Non, non, effectivement, j'ai pas de chapeau et j'ai pas de gros cigare à côté d'un verre de whisky le soir. Euh, L'arrogance, c'est pas ce qu'on est, comment on est perçu, hein. Effectivement, et ce que tu dis peut être très juste. Tu es bien cher. Les gens confondent chiffre d'affaires et salaire net, hein. Donc, on peut de temps en temps leur redonner cette notion sans être dans une posture de justification, hein. Si ce métier est le meilleur, je pense j'aurai beaucoup de concurrence. Et je pense que 80% des gens essaieraient de le faire. Donc chaque métier a des avantages, des inconvénients. L'arrogance, effectivement, est souvent un facteur d'exclusion pour le DSI, parce que il a tendance à être éclaté entre le jargon technique qui est utile avec ses équipes pour avancer vite, hein, comme pour les médecins, hein. Le jargon, c'est quelque chose d'utile entre pairs pour avancer vite, pour être précis. Par contre, c'est une chose à bannir quand on est dans un COMEX où il faut parler français, vulgariser, utiliser des termes simples, être frugal dans sa communication pour être impactant. Donc effectivement, l'arrogance ne doit pas être rejetée, mais doit être l'opportunité pour nous de nous dire pourquoi je suis perçu comme arrogant par ce membre du COMEX, et je vais essayer de m'expliquer, ou je vais essayer de changer certaines approches que j'ai avec lui ou avec ses équipes. Donc oui, effectivement, ça peut arriver. Pourquoi on prend quelqu'un à l'extérieur alors qu'on est dans un grand groupe où on a un vivier de gens qui pourraient faire le même job pour a priori moins cher? Et souvent, souvent, parfois, on a essayé, pas toujours avec succès. Donc souvent, l'entreprise qui fait appel à un manager de transition, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé de solution en interne, justement. Ok, d'accord, très clair. Tu parlais du jargon et du vocabulaire. Moi, ce que je vois souvent dans les entreprises, c'est que on a mal défini la comitologie, les rôles sont pas clairs, sont pas écrits, et donc du coup, en fait, il y a beaucoup de perceptions de non-dits, de réalités un peu parallèles sur ce qui est ou ce qui n'est pas. J'imagine que quand tu arrives en mission et qu'il y a des enjeux, tu es obligé de remettre aussi un socle de vocabulaire et de plus que de vocabulaire, même de concept ou d'objet, quoi. Un projet, c'est ça, mais c'est pas ça. Euh, est-ce que c'est souvent aussi, est-ce que c'est un trait, on va dire, caractéristique aussi dans toutes les missions, ce genre de problème, ou pas du tout? Des fois, tout ça c'est bien fait, c'est juste d'autres points. Ben, c'est très vrai. D'ailleurs, Bertrand, je te surprends à jargonner, hein. Qu'est-ce que veut dire comitologie? Donc, Ça va, effectivement, des autant termes pour qui moi. nous semblent implicites, comité de pilotage, KPI, production, maintien en condition opérationnelle, sont des choses qui ne sont pas forcément bien assimilées par nos interlocuteurs, et parfois le sens est différent. Hein. La gestion d'un projet industriel, la construction d'une usine ne répond pas forcément aux mêmes règles qu'un projet informatique. Pendant longtemps, les informaticiens aimaient bien inverser les notions de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, histoire de bien dérouter leur métier. Donc
effectivement important de s'assurer qu'on met les mêmes choses derrière les mots quand on parle avec ses pairs. Ok. Et dans les situations que tu as pu voir, du coup, départ de DSI, ça en est un. Il y a aussi cybersécurité, enfin, quelque chose qui est paralysant pour la société, etc. Est-ce que tu as eu ce genre de mission aussi? Alors moi, je ne suis pas intervenu sur des entreprises qui étaient en situation de blocage, hein, qui avaient Ok, leurs données volées, verrouillées, etc., leurs serveurs arrêtés. Mais j'ai eu à traverser des situations de crise où le SI s'arrêtait. Effectivement, je me souviens une fois où j'ai d'accord. amené mes gars qui avaient été un peu légers un peu optimistes en termes de mise en production, et je les ai fait traverser une usine en leur disant, mais rien ne vous surprend si c'est très calme. Oui, les gens sont en chômage technique à cause de nous. Voilà. Hein, donc on a parfois des Oui, expériences comme ça bonjour. fortes. C'est bon, c'est le monde devient VUCA, hein, de plus en plus incertain, volatile, ambigu, etc. La situation, le temps accélère, l'innovation accélère. Donc effectivement, les enjeux sont plus importants, plus stressants. C'est un peu notre rôle aussi de savoir garder la tête froide pour traverser ces moments difficiles, ces moments de crise. Crise en grec, Le moment difficile, oui, excuse-moi. je disais crise en grec veut dire opportunité aussi. Ouais, mais du coup, on parlait d'opportunités. Du coup, il y a aussi des sociétés qui font appel au DSI Transition parce qu'elles sont en croissance à trois chiffres et que du coup, quand on fait une croissance à trois chiffres, bah, c'est juste la guerre pour arriver à s'en sortir parce que tout casse, tous les process changent, etc. Tu as eu des genres d'expériences comme ça et du coup, ouais, c'est quand tu rentres dans une expérience où bah, il y a une croissance à trois chiffres, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le contexte? Alors souvent, quand on est dans ce que j'appelle ces hypercroissances, hein, effectivement, quand le chiffre d'affaires double tous les ans pendant plusieurs années, bien évidemment, les gens ont du mal à suivre, hein, puisque en fait, les gens qui étaient autour du dirigeant deviennent N-1, puis N-2, donc une certaine frustration, tout en travaillant plus, en ayant un périmètre d'activité qui se développe. Mais ils sont frustrés de tout doucement s'éloigner du dirigeant. Et puis, bien évidemment, les systèmes d'information, hein, un ERP pour une entreprise de 100 personnes ou pour une entreprise de 10 000 personnes qui opère dans 60 pays, c'est plus du tout la même chose. Donc, on doit faire face effectivement à un grand niveau d'anticipation, préparer le système de demain avec les moyens d'hier. Et quand vous êtes dans une hypercroissance, les moyens d'hier sont effectivement insuffisants par rapport aux enjeux de demain. Ok. Et ça, du coup, aussi en termes d'impact par rapport aux équipes quand tu arrives. Donc, du coup, là, il n'y a pas de défiance en mode on a viré le défenseur le DSI, etc. C'est juste il nous faut une personne méga compétente parce que c'est la crise, ok, mais c'est une crise, on va dire, en croissance. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi le rapport avec les équipes? Comment, quand tu arrives, tu vois, t'es pas regardé de la même manière, j'imagine que Alors c'est dans le beaucoup. premier. Ben, on est regardé comme on est attendu au tournant, dirons-nous, hein, pour reprendre une expression de ma grand-mère. Mais effectivement, les gens sont dans un grand challenge, en général dans une hyperactivité, parce qu'ils sont au taquet, hein, comme tu le disais. Une entreprise qui se développe, on demande de plus en plus, on n'a pas le temps de recruter assez vite, donc la charge de travail, la charge mentale augmente. Et donc, faut faire attention au burn-out, il faut faire attention à ce que des gens ne se désalignent pas. Et puis, il faut faire attention aussi aux tentations de repli en disant oh, ben, on va continuer comme avant, au moins on maîtrise, on est dans notre zone de confort et tant pis. Et puis, Ok. comme toute DSI, un turnover qui est une des spécificités, je dirais, du SI. Les informaticiens ont souvent la bougeotte, peut-être plus que dans d'autres directions. Ok. Donc, du coup, tu arrives dans des équipes qui sont en méga surcharge et qui te disent, ouais, lui, doit nous aider, on va voir s'il est bon. Parce que nous, on connaît bien notre taf. Ça fait 2 ans qu'on est là et on cravache. Et la société elle grandit, c'est grâce à nous. À voir si lui, si Michel, il a les watts ou pas. Ok. Et sur la partie, du coup,
Et sur la partie, donc du coup, tu sais, tu parlais de diagnostic dans la période de crise liée à un départ brutal. Du coup, j'imagine que c'est pas la même nature de début de mission aussi en termes de diagnostic. Qu'est-ce qui change? Parce que autant voir ce qui va mal parce qu'il y a des projets qui ils sont en train de mourir, etc., etc. Bon, je comprends assez bien. Bon, là, on est dans une période de crise où en fait il y a la croissance de partout, bien sûr, ça pète, hein. Mais du coup, ça, c'est pas une même nature de Exactement, diagnostic. Est-ce que tu peux nous parler un petit exactement. peu Alors, je le disais tout à l'heure, hein, toute situation de mission est différente par elle-même. Dans ces missions d'hypercroissance, on va être plutôt à avoir une activité SI qui était dimensionnée plutôt pour une petite entreprise qui doit changer de nature, qui doit se structurer. Parfois, on a un responsable informatique qui est plus homme orchestre que chef d'orchestre. Et donc, tout doucement, il faut amener les gens à être moins opérationnels, à manager plus leurs équipes et à utiliser plus le levier de leurs collaborateurs plutôt que d'être dans un mode contre-maître. Ils savent faire, ils savent mieux faire. C'est parfois compliqué d'accepter que les choses seront faites plus lentement, moins bien que si c'était eux qui les faisaient. Et ils sont parfois auto-limitants sur leur capacité à grandir. Donc on est plus dans des problématiques de ce type. Alors ça, c'est super intéressant. Si tu veux bien, on y revient parce que, en gros, ce que tu dis, c'est donc il y a des solutions ou de l'IT qui a été choisi pour tenir pour une boîte de 100 personnes et on sait que dans un an et demi, on va être 400. Donc tu sais très bien que la solution de paye, la solution de X ou Y ne tient pas. Donc c'est clair. Ok, très bien. Et là, tu vois des gens qui sont à fond, mais qui font encore beaucoup de choses parce qu'ils sont excellents et que tu dis, toi, en fait, pour passer ce cap-là, ces gens-là, ils doivent passer de je fais à je manage des gens qui font. Et la transition où, quand ils vont passer les choses aux gens, déjà, ça leur fait mal parce que ben, du coup, ils voient que les gens le font moins bien. Ça leur prend du temps. Et en fait, le gain à court terme, il n'est pas là. Puisque c'est le gain, il sera quand il y aura plus de monde, etc., où ils pourront gérer plus de gens et que les gens seront montés. Et toi, tu dis que ta mission, elle est beaucoup dans l'accompagner cette transition-là, identifier, j'imagine, si la personne qui est DSI ou autre, qui faisait, est en capacité de devenir chef d'orchestre, validé ou pas, parce que j'imagine que ça ne doit pas être blanc ou noir au moment où tu arrives. Et après, l'accompagner et structurer dans ce cap-là. C'est ça, c'est les deux points clés, c'est Alors ça? effectivement, et tu fais bien de le repréciser, là, une situation est jamais noire et blanche, on passe jamais de 0 à 100. En général, le manager qui doit évoluer dans sa pratique de chef d'orchestre versus homme orchestre commence déjà à être débordé et commence déjà à faire moins bien et plus lentement, voire à oublier. Ok. Il a Voilà. déjà une perception déjà qu'il est On moins, ok, n'a est pas en forcément difficulté. lui, parce qu'il a la tête dans le guidon, Ok. mais on voit effectivement qu'il y a une certaine dégradation. Et en plus, c'est un cercle vicieux puisque le collaborateur qui a un contremaître avec lui, qui regarde au-dessus de son épaule, qui corrige sa copie, est démotivé, démoralisé, et dit vas-y chef, hein, si tu sais faire, fais à ma place et puis moi je vais aller prendre une bière, hein. Oui, Donc on effectivement, va pas c'est un s'embêter, cercle quoi. vicieux. Il faut savoir ne pas répondre. Quand il y a un mail qui arrive d'un utilisateur énervé, laisser le temps au collaborateur de répondre, être plutôt là en recours managérial quand le collaborateur demande de l'aide Mhm. et ne pas faire le travail à sa place, sinon il a tendance à dire bah, mon chef finalement me laisse pas bosser, bah, je vais le laisser faire parce que de toute façon c'est lui qui a les épaulettes. Voilà, donc c'est quelque chose Ok. qu'on rencontre souvent. C'est pas simple pour les collaborateurs, c'est pas simple pour le manager. Et puis alors c'est encore plus compliqué quand le manager est un ancien collègue de l'équipe. Ah, oui, ok. Ouais. Donc, du coup, pour être sûr de comprendre, toujours pareil, hein, euh, tu, tu vois une personne qui est déjà en difficulté, mais qui soit l'a verbalisé, enfin, conscientisé, soit qui l'a pas conscientisé, en fonction de s'il est trop la tête dans le guidon ou pas. Ok, très bien. Et ensuite, tu as le fait de dire est-ce que il est en capacité de passer d'un rôle à un autre et est-ce qu'il a envie de le faire et est-ce qu'il est OK pour le faire? Parce que Alors attends. merci pour cette question. C'est une question auquel j'aime bien répondre, Bertrand.
Écoute, avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des bonnes questions, Je vais franchement. essayer Je, d'apporter une bonne je donne réponse. tout ce que j'ai à chaque fois, Je hein. vais essayer d'apporter une bonne réponse à ta bonne question. Je te disais tout à l'heure que pour faire mon métier, il faut aimer les gens. Et aimer les gens, Mhm. c'est aussi savoir leur faire confiance quand ils sont pas à la hauteur. Et avoir confiance dans le fait qu'ils vont pouvoir se développer, sachant qu'un certain nombre se développeront pas. On sera déçu. Et on ne sait pas au départ qui va nous décevoir et qui, au contraire, va nous éblouir. Et des gens se révèlent quand ils sont mis en situation et des gens d'autres déçoivent. Bah, c'est notre rôle d'avoir les bonnes intuitions, d'accompagner avec le bon doigté. Hein. Si on accompagne trop, la personne va monter lentement. Si on accompagne pas assez, la personne peut être perdue et se noyer. Donc effectivement, là, c'est toute une valeur et une qualité du manager d'arriver à développer ses équipes. Je suis très fier. Je suis très fier d'avoir des, des Patawans qui sont devenus chefs d'entreprise. C'est une grande fierté pour moi d'avoir pu accompagner des jeunes qui m'en sont reconnaissants. Hein. D'ailleurs, et certains me disent on s'est développé grâce à toi, Michel. C'est une vraie fierté. Et puis on, C'est rare, surtout la reconnaissance, hein, parce que non, non, les gens savent reconnaître. Après, c'est pas le cas de tous les collaborateurs. Hein. J'ai investi sur certains collaborateurs qui ont été décevants. Ben, c'est la vie, bien sûr, c'est la nature humaine. c'est aussi accepter que je trouve aussi que ne pas vouloir faire confiance aux gens et les faire grandir, c'est aussi ne pas accepter le fait qu'en tant que manager, ton rôle, c'est de détecter les bonnes personnes et d'y arriver. Et que donc, du coup, en ne le faisant pas, en te restant sur le côté de faire, tu n'acceptes pas le principal risque de ce métier-là, qui est de dire, je prends des risques sur la confiance que j'ai dans les gens et ma capacité à les embarquer grandit. Donc, en fait, ça montre aussi le fait que la personne n'a pas fait le choix de se dire, bah, en fait, c'est là où je vais être évalué. Est-ce que je choisis les bonnes personnes et est-ce que je suis capable de les faire grandir dans un certain temps? Donc, je trouve que c'est aussi ça montre la renonciation à l'acceptation de son nouveau rôle. Et pas le fait de dire oui, mais je veux pas, je préfère faire moi pour que ce soit bien fait. En fait, c'est pas vrai. Je pense que c'est plutôt le fait de dire j'ai pas confiance en moi, dans ma capacité de trouver les bonnes personnes et de les faire grandir Un à peu de temps. résistance au changement, j'ai jamais fait, je sors de ma zone de confort. Alors, j'utiliserai pas le terme de risque parce que risque est anxiogène, hein, comme crise. Tu vois, j'utilise urgence plutôt que crise. Ok. Je dirais que plutôt que parler de risque managérial, à confier des responsabilités à une personne qui n'a pas fait ses preuves, je parlerais plutôt de lâcher prise, bienveillante, mais sans complaisance, c'est-à-dire en ayant quand même un œil pour vérifier que la personne ne va pas chuter, se noyer, ce qui ne serait pas lui rendre service, effectivement. Bien sûr. Ok, très clair. Et du coup, et après la dernière étape, j'imagine, c'est que comme tu as plus d'expérience que bah, les personnes qui sont en poste à date sur ce type de société, tu vois mieux un peu la destination cible, enfin, tu traduis plus facilement la destination cible donc de la direction générale en SI, parce que le coup d'après, tu le connais souvent. Et donc, du coup, sur les outils, l'organisation, l'architecture de l'IT en lui-même, tu peux aussi aider dans les grands choix d'architecture, on va dire, plus facilement. J'imagine que quelqu'un qui a la tête dans le guidon et qui voit plus trop là où ça va Alors c'est coincer. peut-être quelque chose que aussi je n'ai pas appris en école d'ingénieur. Je pense que Attends, mais dans l'école d'ingénieur, si on vient sur ce terrain-là, c'est un autre podcast parce que qu'est-ce qu'on apprend réellement et que non, c'est non, encore une autre je problématique. suis très très content de mes études d'ingénieur. Je pense que ces 3 années m'ont permis de développer des capacités d'apprentissage finalement, de développement personnel. Donc, alors je sais qu'aujourd'hui on dénigre un peu certaines écoles parce qu'il y a eu une inflation du nombre d'ingénieurs, donc certaines écoles ont je dirais une tournure un peu financière dans la formation, ce qui n'était pas le cas à mon époque où les écoles formaient effectivement des managers, mais on n'apprenait pas effectivement ces aspects je dirais, d'interaction, hein, l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on met un mot là-dessus. On en travaillait plus le QI que le QE, quotient émotionnel versus quotient intellectuel. Mais c'est quelque chose effectivement que j'ai appris, que j'ai développé
Et de la même façon qu'il faut faire un très très fort effort pour parler français, hein, quand je dis je suis un DSI qui parle français, c'est pas sans effort, parce que à la base, comme tu l'as dit, je suis un développeur, hein, je suis un machinologue, j'écris du code à destination d'une machine, et donc on doit faire un effort énorme pour parler français, pour être compris par les membres du COMEX, et on doit aussi faire un effort d'écoute, parce que les membres du COMEX, parfois nos pairs, ont du mal à exprimer leurs problématiques informatiques, et leurs mots ne sont pas forcément pertinents par rapport à l'idée, aux besoins qu'ils ont. Donc on doit faire un effort, reformuler, essayer de bien comprendre pour s'assurer qu'on est aligné. Et effectivement, l'expérience aide à détecter effectivement des discours qui peuvent choquer, mais qui en fait sont le résultat d'une mauvaise expression par le directeur commercial, le directeur marketing, le directeur d'usine. Ok, Et ça, c'est super un travail à intéressant. faire par le DSI, par son staff, hein, par le directeur études, le directeur de prod, pour ne pas prendre les paroles de ses interlocuteurs toujours au premier degré. Oui, puis en fait aussi, enfin, faut accepter le fait que la personne, elle est aussi sous l'eau, elle est aussi en difficulté en face et qu'elle n'a pas des fois les idées claires sur exactement la hiérarchisation de ses problèmes, etc. Et que c'est par la discussion aussi que tu arrives à faire avancer la compréhension et le diagnostic, le constat partagé. Enfin, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui faisait exprès de tout coder dans ce qu'elle te dit et qu'elle disait ben ça sera non, c'est que humainement parlant c'était quand même difficile de dire simplement, résumer simplement une situation Très, complexe, et très souvent justement. on part du principe que si ben, c'est ce qu'on leur demande, donc et comme c'est les boss, ben forcément je veux dire c'est un peu leur Ouais, taf, mais bon, ok. Et je pense qu'un dirigeant doit avoir la capacité, ça m'arrive, hein, ça m'arrive souvent de dire je suis pas ta mère, donc quel est ton avis sur tel et tel sujet? Et j'ai aussi parfois, je suis pas Jésus, hein, je marche pas sur l'eau, c'est pas magique, donc je suis un être humain qui doit aussi réfléchir. Je suis pas omniscient, j'ai pas toujours raison, mais quelque part, je suis ton patron, donc c'est à moi qu'on confie la responsabilité de prendre des décisions et je vais essayer de le faire en me trompant le moins souvent possible. Mais ça, tu vois, de dire ça, que ce soit aux équipes ou même avec tes pairs, si tu veux, à date dans les entreprises, moi je le vois jamais ça. C'est-à-dire que ouvrir dire de manière très claire des limites que tout le monde connaît, donc que tout le monde est d'accord. En fait, les gens ne le font pas parce que ça te met dans une position, semblerait-il, inférieure, etc. Sauf qu'en fait, de pas le faire et de garder cette carapace d'ego complet fait que les gens ne discutent pas en fait. Ils s'envoient des mots, mais il n'y a pas d'échange réel. Mais du coup, toi, en tant que manager de transition, quand tu mets en place ce que tu viens de dire, ces principes-là, etc., tu vois que ça ouvre les chakras et les discussions. Et est-ce que tu vois de l'autre côté qu'il y a des gens qui essaient de profiter de cette situation-là pour te décrédibiliser? Parce que c'est ça la crainte Alors, des gens. j'ai mis, un pull vert noir, hein, mais j'aurais dû mettre un pull vert gris pour cet entretien. Euh, la situation n'est pas toute blanche, toute grise. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Et quand tu rentres sur une scène de théâtre avec des gens en costume d'époque, tu vas pas venir en jean, hein, avec ton smartphone. Donc effectivement, même pour un manager de transition, hein, tu dois t'incarner dans l'entreprise, donc tu dois respecter ses codes, et surtout au début, hein, tu dois écouter plus que parler. Et je pense que effectivement, ce que je te disais, c'est quand tu as acquis la légitimité, quand tu as acquis l'écoute, la confiance de tes pairs, tu peux avoir un discours de vérité que tu ne peux pas forcément avoir quand tu arrives parce que ça pourrait être très mal interprété. Hein, donc tu Ok, as raison c'est de clair. dire, tu l'entends peut-être pas souvent parce que quand on t'accueille dans un comité de direction, les gens te regardent comme un corps étranger et donc ne vont pas forcément avoir la même liberté de parole
que si tu étais avec eux depuis 6 mois ou un an. Mais ça arrive et je Ouais. pense que de plus en plus de DSI prennent conscience. C'est un conflit, hein, parce que la plupart des DSI sont comme moi des machinologues, mais ils prennent conscience qu'effectivement ils sont avant tout des membres du COMEX, donc partie prenante à la stratégie de l'entreprise, qu'ils sont une fonction support, mais une fonction essentielle, hein. On parle d'énergie. Moi, j'ai coutume de dire énergie informatique comme énergie électrique, c'est-à-dire que si l'informatique s'arrête, l'entreprise peut très bien s'immobiliser. Je te prenais l'exemple d'une usine arrêtée un petit peu plus tôt. Et donc, effectivement, c'est important, au-delà de la tribu informatique, comme disait Thierry Breton, de se rendre compte qu'on est un manager d'une entreprise au service de la gouvernance du conseil d'administration. Mais ça, c'est la grande question du DSI qui oublie qu'il a un D à son titre. C'est un peu le Ouais. problème aujourd'hui, quoi. Ça, malheureusement, dans les entreprises, il y a quand même beaucoup de DSI qui sont des RSSI déguisés ou des experts techniques parce que c'est des compétences nécessaires et fondamentales, mais où en fait ils ont pas eu pris conscience ou fait le forcing au niveau du COMEX pour avoir les moyens, pour avoir plus ces rôles-là spécialisés et que eux puissent manager cette équipe-là et d'être directeur et directeur donc du coup de management aussi d'équipes complémentaires qui permettent en fait de créer et de compléter cette stratégie. Et souvent je vois quand même des DSI qui font beaucoup sur des postes un peu régaliens de l'IT et donc du coup qui passent moins de temps sur le côté directeur quoi. Oui, Et c'est un c'est une peu frustration de ma part, hein, parce que effectivement, j'entends, hein, ton discours que j'entends régulièrement. Euh, Quoi, tu veux dire qu'on est plein à dire ce que je dis, que je tu, répète tout ce que je leur tu dis? Merci, es Michel, cons- merci. Je sais que je suis pas tu es original, qu'est-ce que je te dis? consensuel, Bertrand, tu es consensuel. Non, c'est vrai, Putain, je pense que c'est vrai que, je te le disais, hein, la fonction SI est une fonction importante, difficile, ingrate, c'est un beau métier. Quand je discute avec mes pairs DSI, effectivement, on essaye, on est tous, je les sens tous dans la volonté de collaborer davantage avec leur COMEX. C'est pas toujours simple. Euh, Parfois aussi un petit peu le syndrome Calimero, hein, personne ne m'aime, sans se rendre compte que le directeur commercial, le directeur d'usine pourrait exactement dire la même chose. On a tous des métiers difficiles, ce n'est pas une sinécure, hein, sinon on serait payé entre un SMIC et 2 SMIC, ce qui n'est pas le cas. Donc on a un rôle où on est face à des injonctions paradoxales, on doit faire des choses difficiles. Parfois, on doit prendre des décisions qui ne seront pas idéales, et on aura assumé les résultats, les conséquences négatives de ces décisions. Mais si on n'aime pas ce métier-là, faut en faire un autre, hein. Mais tu as non, mais raison, c'est sûr. c'est un combat pour les DSI. Euh, Par contre, les DSI qui ne sont pas machinologues et qui viennent d'autres fonctions, ça peut parfois être encore plus problématique parce que le pire pour un DSI, c'est se couper de ses équipes et avoir un discours face à un COMEX qui n'est pas du tout relayé au niveau de ses équipes. Et là, c'est tout de suite une catastrophe et ça m'est arrivé d'intervenir après ça. Des gens très intelligents, mais qui n'avaient pas été, entre guillemets, adoubés par leurs équipes. Je te parlais de l'esprit Ok. tribal. Donc, je pense qu'il y a pas de remise en question sur le fait que le DSI il doit avoir cette compétence technique, parce que c'est le gardien de l'architecture IT qui fait que les choses fonctionnent, et du coup, il doit être en compréhension, compétence et avoir les équipes qui sont alignées avec lui. C'est juste que, à date, il y a de nouvelles dimensions de son poste encore sous-estimées ou sous-évaluées qui sont problématiques dans la transformation de la boîte, quoi. Voilà ça Clairement. Et comme ça. c'est un métier exigeant, hein, puisqu'on doit à la fois. En fait, si j'essaye de synthétiser ce qu'on vient de se dire, Bertrand, j'aurais tendance à dire le DSI doit réussir à aligner ses équipes sur l'alignement du COMEX par rapport au conseil d'administration. Encore faut-il que le COMEX soit aligné sur le conseil d'administration, mais là on pourrait faire un podcast. Oui.
Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je pense on va faire le point final de cet épisode en ayant fait un bon tour. Mais écoute, Michel, c'était super intéressant. Je pense qu'on a pu mieux comprendre dans quelles conditions, dans quel contexte, avec quelles difficultés le manager, le DSI Transition, manager Transition arrive et doit aussi provoquer le changement. Je trouve que c'est assez humain au final, puisqu'il y a beaucoup d'humilité dans ton propos et aussi, je trouve, assez d'enjeux, enfin la majorité d'enjeux, on a parlé d'enjeux humains et de confiance, plus que de purs enjeux techniques. Donc on voit bien quand même que pour redresser la barre, là où il faut appuyer, c'est bien sur l'organisation, les hommes et les femmes qui la composent. Et ça, c'est quand même aussi fort à rappeler dans une entreprise, dans un monde où c'est un peu déshumanisé des fois. C'est quand même là où est la clé. Et est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel on n'est pas intervenu, sur lequel tu voudrais revenir? Et puis on conclura cet Non, épisode. merci hein, Bertrand d'avoir donc posé de bonnes questions pour essayer d'obtenir de bonnes réponses. J'ai essayé de faire de mon mieux. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est un principe Toltec, hein, essayer toujours de faire de son mieux. Euh, je dirais que dans un moment où les jeunes parfois sont réticents à prendre des responsabilités managériales, où un poste de DSI peut sembler effectivement un poste où il faut être parano pour avoir envie d'occuper ce poste. C'est un métier ingrat, certes, mais c'est un métier très intéressant et j'encourage hein, la jeune génération, les cadres d'une DSI à ne pas ignorer cette possibilité parce que c'est effectivement un métier intéressant et qui n'est pas forcément une fin en soi. Hein. On peut après faire d'autres métiers. Et donc, voilà, j'aime mon métier, je pense que ça se voit. Et je pense que les DSI ont encore de longues années, on les a souvent enterrés. Hein, ils devaient être remplacés par directeur financier, directeur marketing, directeur de l'organisation, directeur du digital. Et on se rend bien compte on a toujours besoin de ces DSI, entre guillemets, un peu tauliers. Un peu taulier, un DSI taulier. Celui qui tient la baraque, qui est là, qui a les fondations sont là, et c'est bon. Voilà. Hein, Bon, ouais. Super. essaye de te passer d'un DG ou d'un directeur d'usine quand tu fais de la fabrication, ça va tenir quelques temps et puis après, je pense que rapidement, tu chercheras un nouveau DG, tu chercheras un nouveau directeur d'usine. Je pense que c'est pareil pour le DSI. Hein. J'ai connu des organisations qui avaient essayé de se passer de DSI et ben, finalement, elles y sont revenues relativement rapidement. S'il y en a des DSI ou des gens qui se posent des questions sur le DSI transition, ou même des DG, là-dessus, ton LinkedIn est ouvert, ils peuvent te contacter en faisant référence à l'épisode. Hein. Ouais, C'est bon pour toi, j'essaye tous Michel? les soirs, mes journées sont un peu longues, mais j'essaye tous les soirs et surtout le week-end de effectivement répondre. Je suis un homme qui aime bien faire du réseau. Je pense que c'est très important. Et effectivement, ça m'arrive d'accompagner, pas seulement que des DSI d'ailleurs, mais ça m'arrive d'accompagner ce que je fais en ce moment d'ailleurs, même des DG ou des directeurs commerciaux à évoluer dans un monde compliqué pour eux aussi. Et ça m'aide d'ailleurs à à être plus empathique, puisque ça me permet de comprendre effectivement les problématiques de mes pairs au COMEX. Super. Bah écoute, parfait. Merci Michel, c'était super intéressant. Franchement, merci C'est pour moi ton qui te temps. remercie, Bertrand. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!